Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre plongée au cœur du procès de Matthew Moore, cet homme accusé d'avoir mis fin à la vie de sa femme, Emily Noble. Si vous n'avez pas encore vu mes 2 vidéos précédentes sur cette affaire, eh bien que faites-vous? Vous allez rien comprendre du tout, je vous les mets dans la playlist juste là, filez les voir maintenant. Allez-y, je vous attends. Ça y est, c'est bon? Super, parce que maintenant que vous êtes à jour et que vous vous êtes abonné à ma chaîne, j'en suis certaine au passage, eh bien on va pouvoir continuer. La semaine dernière, on a écouté l'accusation nous raconter sa théorie. Un mari meurtrier, une scène de crime savamment maquillée, un récit contrôlé et maîtrisé. Et si j'en crois vos commentaires, les procureurs ont bien fait leur travail, puisque pour la majorité d'entre vous, ils vous ont convaincu et Matthew Moore est coupable. Mais on s'emballe pas parce que c'est maintenant que rentre en scène l'une des meilleures avocates des États-Unis pour défendre Matt Moore. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés, vous allez faire la connaissance de l'incroyable, la fougueuse, la passionnée Diane Menashe. Vous vous posez plein de questions depuis ces 2 dernières semaines, pas de panique, Diane a les réponses. D'ailleurs, elle a même les réponses aux questions que vous vous posez pas encore. L'accusation veut nous faire croire que Matt Moore aurait tué sa femme quand? On sait pas, y a pas de date, qu'il aurait ensuite transporté son corps jusque dans la forêt pour maquiller son crime, sans que personne le voie, sans laisser aucune trace, puis qu'il aurait déployé des efforts mais d'une ingéniosité sans nom pour maîtriser son histoire, maîtriser son récit. Mais quel génie cet homme! Y a aucune preuve. Zéro, pour soutenir ce qui n'est qu'une simple théorie qui a même pas de sens en plus. Mesdames et messieurs les jurés, dans cette affaire, il y a du doute partout, vous allez pouvoir le constater, je vais vous le prouver aujourd'hui, et s'il y a du doute, il n'y a qu'un seul verdict possible et vous savez lequel. Non coupable. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur cette affaire. Et quand vous êtes prêts, installez-vous bien confortablement sur le banc des jurés et préparez-vous à juger. Vous l'aviez. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? L'accusation nous a expliqué en long, en large, en diagonale, tout ce que tu veux, que Matt Moore n'avait pas cherché sa femme, eh ben c'est faux. Mesdames et messieurs les jurés, il est grand temps de remettre les pendules à l'heure. Matt Moore, le 25 mai 2020, bien évidemment qu'il a cherché sa femme. Il a appelé tous ses amis, tous les gens qu'il a connaissés, que lui-même connaissait, certains dont il n'avait même pas le numéro et c'est pour ça qu'il a utilisé le téléphone d'Emily pour appeler ses amis et savoir où elle pouvait être, parce qu'il était désespéré et qu'il la cherchait partout. Il a créé des flyers qu'il a distribués dans absolument toute la ville, il a créé un groupe Facebook dédié à la recherche d'Emily qu'il a alimenté de manière extrêmement régulière, il a partagé tous les endroits où Emily adorait se balader pour pouvoir orienter correctement les battus, il a piloté les recherches avec Amy Thomas, la sœur d'Emily, elle vous l'a dit, et puis il a proposé une récompense de 10 000 $ pour toute information permettant de retrouver Emily. Il a collaboré avec la police, il a donné son téléphone, celui de sa femme, il leur a laissé libre accès à sa maison, il a fourni tous les endroits où Emily adorait se balader, là où il pourrait peut-être la retrouver, il a accepté de se rendre de lui-même au commissariat le 27 mai 2020 pour ce qui était censé ne pas être un interrogatoire, mais bon, on voit bien qu'il a été traité totalement comme un suspect, et malgré tout, eh bien il a continué à collaborer du mieux possible avec les policiers. Alors oui, c'est vrai. Il s'est pas physiquement rendu dans la forêt pour rechercher sa femme, certes. Mais vous savez qui est-ce qui l'a pas fait non plus? Amy Thomas, la sœur d'Emily. Elle non plus, elle s'est pas rendue à la recherche d'Emily. Est-ce que pour autant, ça remet en question l'amour qu'elle lui portait? Je ne crois pas. Vous voulez savoir pourquoi Matt s'est pas rendu dans la forêt à la recherche de sa femme? Eh bien c'est très simple. Matt savait qu'Emily était très déprimée depuis la mort de Joey et il craignait qu'elle ne se soit fait du mal. Et mesdames et messieurs les jurés, on parle d'un homme qui 10 mois seulement avant a dû identifier le corps de son propre fils qui lui-même s'était ôté la vie, un traumatisme énorme et toujours extrêmement présent comme tous les pères, toutes les mères dans cette assemblée peuvent s'en douter. Alors oui, Matt ne voulait pas être celui qui découvre potentiellement le cadavre de sa femme, non pas parce que il savait qu'il y était comme l'a dit la police et que ça aurait été suspect ou que sais-je, bien sûr que non, simplement parce que, eh bien il se savait incapable mentalement de vivre ce nouveau traumatisme. Ça lui aurait été tout simplement insupportable et je crois qu'on peut tous et toutes le comprendre.
Il y a énormément de gros problèmes dans la théorie de l'accusation. Déjà, il n'y a pas de mobile. Alors ils nous ont dit que Matt aurait suivi Emily parce que peut-être ils se seraient disputés, que peut-être Emily aurait voulu divorcer. Non. Parce que quand bien même Emily aurait voulu divorcer, et alors? Matt Moore n'aurait eu aucune raison de refuser de quitter sa femme si elle avait voulu divorcer. Donc l'alternative ça aurait été quoi? L'argent? En la tuant, il aurait pu toucher l'assurance vie? Ça ne tient pas. Matt avait hérité de l'argent de sa mère déjà, donc il avait déjà de l'argent plus qu'Emily d'ailleurs. Et puis elle avait une assurance vie, oui, mais alors minuscule, et en plus il l'a pas touchée. Donc vraiment, si c'était un crime pour une histoire d'argent, c'est raté, hein. Alors en plus de cette histoire de mobile là qui tient pas la route, l'accusation ne peut pas nous donner la date de décès d'Emily, ils savent pas du tout quand elle est morte. Aucun expert n'est capable d'estimer exactement et précisément le moment de son décès. There is no expert, there is no police officer, there is no lay witness that can or will give you the time of death. Ils savent pas non plus à quel moment Matt aurait miraculeusement réussi à se débarrasser de son corps sans que personne le voie, mais surtout les procureurs nous ont bien expliqué qu'Emily Noble n'aurait plus donné signe de vie à partir du 24 mai à 18h et non pas le 25, ce qui leur permet de théoriser sans aucune preuve toujours qu'elle aurait disparu dans cette nuit-là, sauf qu'encore une fois, eh bien c'est faux. Vous vous souvenez de John Kramer, le voisin? Eh ben au départ, il avait dit à la police qu'il avait vu Emily, le 25 mai au matin, partir marcher avec sa bouteille à la main, et il était environ 9h, 10h, 9h30, 10h dans ces eaux-là. Et puis il s'était rétracté en disant que, finalement, il était plus très sûr, est-ce que c'était le 25 ou est-ce que c'était la veille? Est-ce que c'était aujourd'hui? Est-ce que c'était hier? Il sait plus. When that heavy-set black officer asks you, when is the last time that you've seen Emily, you said 9:30 to 10 a.m. today. Yes, 9:30 to 10. Right? Correct. So some time passed, and you went back out, and you told the officer that you weren't 100% sure. Is that right? I said I wasn't. Yeah, I don't say 100%. I said I am not sure because I see Emily almost every day, and almost every day she's wearing black. And I'm not positive it wasn't the day before. Mais il y a un truc dont il est sûr, c'est que c'était soit le 24, soit le 25. Mais c'est tout simplement impossible que John Kramer ait vu Emily le 24 mai, parce que le 24 mai au matin, eh bien on a ses données téléphoniques, Emily a pris sa voiture, aux alentours de 9h du matin, et elle s'est rendue dans une ville à peu près 30 minutes de là. Elle n'est rentrée que bien plus tard dans la journée, donc ça peut pas être le 24 mai. Et si c'était pas le 24, alors c'est forcément le 25. Vous avez bien entendu, Emily Noble était encore en vie le 25 mai 2020, jour de sa disparition, exactement comme l'a signalé mon client. La police a fouillé plusieurs fois la maison de Matt et Emily, dont une fois avec des chiens renifleurs de cadavres, et ils ont rien trouvé. Ils ont fouillé les 2 voitures du couple, rien. Ok, la police nous dit qu'ils sont pas rentrés dans la forêt avec le chien et que c'est pour ça qu'ils ont pas trouvé plus tôt le corps d'Emily. Soit, mais c'est quand même très bizarre que les chiens les aient pas conduits jusqu'au cadavre d'Emily. Il y a un truc qui est pas clair là-dessus du tout, et si la police a fini par dire que finalement ils n'étaient pas allés dans cette zone, alors que je vous le rappelle, à la base, ils nous avaient dit qu'ils y étaient allés, non pas une fois, mais 3 fois, dont une avec les chiens, si les chiens n'ont pas conduit la police au corps d'Emily, c'est forcément que le corps d'Emily n'y était pas. There is no time frame that even the best expert can put as to where and when Emily got to that scene. Je vous l'ai dit, personne, aucun expert n'est capable de dater le moment du décès d'Emily Noble, donc il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas été présente dans cette forêt au départ, et qu'elle soit peut-être partie se balader, que peut-être elle soit partie dans certains coins qu'elle voulait voir avant de mettre fin à ses jours, et elle est venue dans cet endroit-là un peu plus tard. Sauf que, à ce moment-là, Matt Moore était déjà soupçonné, il était déjà surveillé, donc ça ne collait plus avec la théorie de la police. On May 25th, they put a GPS on his car, without him even knowing. Il suffit de dire qu'ils y étaient jamais allés, et basta. Pas de mobile, pas de date de décès, pas de date pour le soi-disant maquillage de la scène de crime, quid de la cause de la mort? Le Dr Smoke nous a soutenu que les fractures que présentait Emily au niveau de l'osioïde et de la cavité nasale étaient apparues au moment du décès et qu'elles ne pouvaient être dues qu'à un étranglement
manuel, c'est faux, encore une fois. La défense va appeler sa propre experte, Dr. Heather Garvin? professeure d'anatomie à l'université médicale de Des Moines. Et elle est pas du tout d'accord avec le Dr Smoke. Vous vous en souvenez peut-être, il nous avait dit que les blessures que présentait Emily, elles pouvaient arriver au moment d'un décès par pendaison, mais pas chez un sujet de moins de 50 kg, ce qui était le cas d'Emily qui pesait 45 kg. Eh bien, c'est totalement faux. Ce brave Dr Smoke a complètement mis de côté des études, alors pas nombreuses, certes, mais elles existent, des études qui montrent quoi? Eh bien qu'il y a des cas rares, mais qui existent bel et bien, où on retrouve des fractures exactement similaires chez des personnes faisant moins de 50 kg. Alors certes, c'est des cas plus rares, oui, c'est vrai, c'est moins documenté, mais on peut pas affirmer que c'est impossible puisqu'on a les preuves que ça existe. Et puis surtout, le truc sur lequel le Dr Garvin, elle est pas du tout d'accord avec le Dr Smoke, c'est sur cette histoire de fracture. L'os hyoïde, de toute façon, il y a une fracture, que ce soit due à la pendaison, à un étranglement manuel, ça, il n'y a pas de remise en question. La question, réellement, elle est sur cette histoire de fracture au niveau de la cavité nasale. Le Dr Smoke nous avait affirmé que ces fractures, elles étaient arrivées au moment du décès d'Emily, et le Dr Garvin, elle est formelle. Ce n'est pas la réalité. Ce sont des blessures post-mortem qui sont donc arrivées après le décès d'Emily, dont le corps est resté pendant, rappelons-le, 4 mois exposé dans la nature aux éléments. Donc elles ont pu arriver de n'importe quelle manière, ces fractures. Elles sont impossibles à dater. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est arrivé après le décès, et ça s'arrête là. But the second finding, as noted in the second bullet point, is what? No evidence of perimortem fractures to the craniofacial region. Tell us what the craniofacial region means. Craniofacial region means the bones of the face in this general area. Et puisque ce sont ces fractures au niveau du nez qui permettaient au Dr Smoke d'affirmer qu'Emily avait été étranglée manuellement par quelqu'un, et si ces fractures, elles sont post-mortem et donc n'ont rien à voir avec le moment du décès, eh bien on ne peut plus remettre en question la cause de la mort d'Emily Noble. Pas de mobile, pas de date pour le décès, pas de date pour la scène de crime, une cause de la mort qui peut pas réellement être remise en question. Que vous dire de plus? Eh bien peut-être que je peux vous dire que la police a analysé les vêtements que portait Matt Moore le 24 mai, mais aussi ceux qu'il portait le 25 mai 2020, sans jamais y trouver quoi que ce soit. Dans les jours qui ont suivi la disparition d'Emily, les policiers ont aussi examiné Matt lui-même, il s'est déshabillé pendant son interrogatoire avec la police le 27, et il n'avait aucune blessure. Or l'endroit où on a retrouvé le corps d'Emily, il était difficile d'accès, il fallait se baisser pour y aller, passer à travers des branches. Vous le savez pas parce que vous y êtes pas allé, mais le vrai jury, lui, cette info, il l'a. Parce que avant que le procès commence, les membres du jury ont été emmenés dans la forêt, là où on a retrouvé le corps d'Emily, et on leur a montré un petit peu à quel point c'était difficile d'accès. Et se rendre dans cet espace au milieu de la forêt pour quelqu'un qui est grand comme Matt Moore, en plus en tirant un corps, le tout sans jamais avoir la moindre égratignure ni déchirer ses vêtements ou même les abîmer de quelque manière que ce soit, ça paraît complètement impossible. On peut encore rajouter qu'Emily n'a absolument jamais eu peur de Matt quand on regarde un petit peu les enregistrements que son psy nous a fournis. Ce qu'on entend, c'est que le seul moment de sa thérapie où elle parle de son mari, c'est pour dire qu'elle s'inquiétait pour lui, elle avait peur que lui mette fin à ses jours, parce qu'elle voyait bien qu'il était extrêmement déprimé, mais jamais elle se plaint de la relation, jamais elle dit qu'il lui fait peur ou qu'elle veut le quitter, absolument à aucun moment. Oui, dans ses SMS avec ses amis, Emily de temps en temps, elle dit que ça va pas très fort avec Matt. Enfin, ça arrive à tout le monde, tous les couples passent par des périodes un petit peu compliquées, et évidemment qu'on se plaint à nos copines, moi je le fais, vous le faites aussi certainement. Pour autant, jamais Emily dit qu'elle n'a peur de son mari, jamais elle parle de violence, jamais elle dit qu'il a levé la main sur elle, et pour cause, puisque ce n'est jamais arrivé. La réalité de cette histoire, c'est que Emily Noble, elle était super déprimée. Oui, elle avait mis des choses en place pour aller mieux après le décès de Joey, mais elle s'en remettait pas de ce décès. C'est vrai qu'elle avait commencé une thérapie, mais elle l'a arrêtée, sa sœur nous l'a dit, de manière extrêmement brutale et sans raison apparente. Et oui, elle avait surmonté énormément de décès autour d'elle, depuis des années. Et là, c'était le décès de trop. Alors ce qui s'est passé en réalité le 25 mai 2020, c'est bien plus simple que ce que l'accusation essaye de nous faire croire. Ce jour-là, Emily, elle est partie marcher avec une idée très précise en tête. Elle a emporté avec elle un câble USB. Pourquoi un câble? Eh bien, parce que ça tenait dans sa poche, c'était plus discret, tout simplement. Et puis, elle a rempli sa gourde, non pas d'eau,
mais d'alcool. Après avoir échangé quelques mots avec son voisin John Kramer, elle s'est rendue dans cette forêt et elle a mis fin à ses jours. C'est absolument terrible et on aimerait tous qu'il en soit autrement, mais c'est comme ça. Ce que l'accusation ne vous a pas dit, c'est qu'Emily Noble, elle avait déjà fait une dépression par le passé, elle en a parlé avec son thérapeute. Elle souffrait d'angoisse très importante au point qu'elle a été pendant un moment sous traitement. La veille, comme c'était son anniversaire, elle avait bu en excès de l'alcool et elle avait remis ça, semble-t-il, le matin de sa disparition. Elle avait plusieurs de ses proches qui avaient eux-mêmes mis fin à leur jour et tout ça, tout ce que je viens de vous citer, ce sont des facteurs qui augmentent le risque qu'une personne s'ôte la vie. Le procureur essaye de nous faire croire que ça tient pas la route parce que Emily allait soi-disant très bien et que ses amis ont rien vu venir. Oui, c'est malheureusement souvent le cas dans ce type d'histoire. Si on était capable de voir plus tôt les signaux et mieux, eh bien personne ne mettrait fin à ses jours. Et puis l'accusation essaye de nous faire croire que Emily Noble n'aurait pas fait ça au moment de son anniversaire et de celui de sa sœur, sauf que ça ne tient pas, parce qu'il y a de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet, et il existe ce qu'on appelle le birthday stress, c'est-à-dire le stress de l'anniversaire. Ça veut dire que beaucoup de gens, en réalité, vivent très mal le fait de célébrer leur anniversaire, et c'est aussi un facteur de risque. Il y a un certain nombre de gens qui mettent fin à leur jour, justement, autour de cette date-là. Alors vous voyez, mesdames et messieurs les jurés, il n'y a qu'un seul verdict possible, comme je vous l'avais dit, non coupable. Go into the deliberation room and discuss. Is the charges against Matt Moore, the elements of the offenses, and whether or not they have proved beyond a reasonable doubt, not suicide or homicide, that he killed her. 24 years, over 150 jury trials. I've never had a harder closing argument than this. Because honestly, in most, I've got evidence to attack. This case is totally speculation. Every person's different. So to normalize certain behavior and to say, oh, well, if you woke up and you saw your spouse gone, the first thing you do would be to call 911. We're all different. And I bet if you look at these text messages, you might well think, I don't text like that with my spouse. Or you know what you might think is what I think is like, wow, is that enough? Write down all the questions you still have. Right? All the questions you still have. Put them on the piece of papers like you did so diligently over the last 7 days. And put them all in the middle of the table. Because that stack of questions, those questions that are unanswered, those are reasonable doubt. Vous venez d'entendre la théorie de la défense, mais dans un procès criminel aux États-Unis, c'est l'accusation qui termine, donc je vous mets un petit récap de leur théorie. That the evidence is clear, and that it proves beyond reasonable doubt that Emily Noble did not die of suicide. And let's talk about how you know that. First of all, there's no note. No communication of any kind with anyone. Hey, I'm really struggling. Hey, I'm having bad days. Hey, I just don't know if I can go on anymore. No goodbyes to loved ones. No explanation. Nothing. Nothing whatsoever. Who on planet Earth would have an incentive to stage a suicide other than the defendant? Again, ladies and gentlemen, we're not asking you to use special tests. We're asking you to use your everyday experiences. Use your common sense and put yourself in that situation. What would you do? Your loved one is missing for 30 minutes and you don't expect it. Especially if you get up and you see wallets there, cell phones there, keys are there, cars there, and it looks like they just disappeared out of thin air. Do you wait 30 minutes before you do something? Do you wait an hour? Do you wait 6 hours?
Il est maintenant temps pour vous de me donner votre verdict, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Matt Moore a assassiné sa femme et maquillé la scène de crime? Ou est-ce que vous pensez qu'Emily Noble a mis fin à ses jours? Dites-le moi dans les commentaires, et je vais vous mettre aussi, si vous voulez bien, un sondage dans l'onglet communauté pour que vous puissiez me donner un petit peu votre avis, parce que comme ça on pourra voir en pourcentage combien vous êtes à le penser innocent, combien vous êtes à le penser coupable, et combien vous êtes à ne pas avoir d'avis. Ce sera intéressant je trouve. Je vous mets le lien aussi dans la description et peut-être aussi dans les commentaires, et on se retrouve juste après pour le verdict. Je sais pas combien de temps ça vous a pris à vous de vous faire un avis, combien de temps vous avez mis à vous décider, mais pour le jury, ça a pris seulement 3 petites heures. C'est très rapide et ce que ça veut dire c'est qu'ils étaient globalement tous d'accord sur le verdict, qu'il n'y a pas eu de gros débats, et en règle générale, un verdict qui est très rapide comme ça, c'est un verdict de culpabilité, c'est très mauvais signe pour l'accusé, et dans ce cas-ci, le verdict, le voici. Verdict on count 1. We, the jury, being duly impaneled and sworn, find the defendant Matthew L. Moore not guilty of murder, as he stands charged in count 1 of the indictment, dated the 26th of August, 2022, signed by all 12 members of the panel. Verdict on count 2. We, the jury, being duly impaneled and sworn, find the defendant Matthew L. Moore not guilty of murder, as he stands charged in count 2 of the indictment, dated 26 August 2022, and signed in ink by all 12 members of the panel. Verdict on count 3. We, the jury, being duly impaneled and sworn, find the defendant Matthew Moore not guilty of felonious assault as he stands charged in count 3 of the indictment, dated August 26, 2022, signed by all 12 members of the panel. Matt Moore est donc innocent et libre. Est-ce que c'est une décision que vous comprenez ou est-ce que vous pensez qu'il est coupable et que c'est pas du tout normal qu'il s'en tire comme ça? Moi je trouve qu'effectivement, si on se base uniquement sur le factuel, et c'est ça qui compte dans un procès, eh ben il n'y a pas assez d'éléments effectivement pour le condamner. Il y a même pas de preuve en fait que ce soit un meurtre. On sait pas, on peut pas le savoir de façon sûre et certaine. Il n'y a pas d'éléments qui le relient à la scène de crime. Personne l'a vu sortir de chez lui. Donc la théorie selon laquelle il aurait suivi sa femme quand elle partait marcher le 24... bah effectivement c'est juste une théorie, il n'y a absolument aucun élément qui corrobore cette version, donc qu'on le croit coupable ou pas, bah je suis d'accord moi avec ce verdict, je pense que effectivement il n'y avait pas de quoi le condamner. Mais c'est pas pour cette raison-là que les jurés ont opté pour ce verdict. Tout au long du procès, les jurés, leur identité est extrêmement protégée, c'est très important dans le système judiciaire américain. On ne les filme pas, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas qui sont ces gens. Par contre, une fois que le procès est terminé, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent écrire un bouquin et parler à la terre entière s'ils ont envie. Là, il n'y a plus de soucis, c'est eux qui choisissent. Et dans ce cas précis, il y a plusieurs des jurés de ce procès qui ont accepté de parler aux médias, et ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'en fait, ils étaient, dès le départ, tous majoritairement convaincus de l'innocence de Matt Moore, parce que quand ils ont vu la vidéo du bodycam, là vous savez quand le policier arrive chez lui après l'appel au 911, pour eux sur ces images ce qu'ils ont vu c'est un homme réellement inquiet pour sa femme, réellement en état de stress et pas du tout quelqu'un qui cache quelque chose et qui serait un meurtrier. Donc en fait dès cet instant-là, pour eux c'était évident que cet homme n'avait pas tué sa femme. Et puis bon, après, en dehors des preuves matérielles, on va pas se mentir, Matt Moore, il avait une avocate vraiment exceptionnelle. Pour vous dire, il y a des gens qui ne connaissaient pas cette affaire, qui ont suivi le procès uniquement pour voir Diane Menashe plaider. Du côté de l'accusation, il y a un des procureurs que j'ai trouvé très bien aussi, mais alors il y en a un autre, là, celui dont j'ai pas le nom. Oh, je l'ai trouvé, mais soporifique. You'll hear that there was trauma to the left maxilla, the nasal bones. The left side of her face, up by her nose, top of her. Et j'ai pas compris parce que c'est lui qui commence et c'est lui qui termine le procès, et franchement je trouve que c'était une énorme erreur stratégique de la part de l'accusation, surtout quand on a en face une avocate qui est aussi brillante que Diane Menashe, qui est hyper passionnée. Je crois qu'elle fait quand même à la fin 35 minutes de discours de fin, sans aucune note, elle a rien, elle improvise le truc en rebondissant en plus sur ce qu'a dit l'accusation. Honnêtement, je vous invite à aller voir, je vous mets les vidéos du procès dans la description, si vous en avez envie. Si vous parlez pas anglais, mettez les sous-titres. Mais regardez au moins, si vous le souhaitez, son closing argument parce qu'il est exceptionnel.
Donc forcément, elle attire vachement l'attention, on a envie de l'écouter, donc on a envie de croire ce qu'elle nous raconte, alors que de l'autre côté, bon bah c'est un peu moins funky quoi, donc on a un petit peu moins envie d'adhérer à la thèse de l'accusation, et clairement ça joue aussi. Je fais une petite parenthèse, j'envisageais de faire des vidéos centrées sur des avocats un petit peu incroyables comme ça. Diane Menachie, elle a eu d'autres affaires qui sont pour certaines vraiment très intéressantes aussi. Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous intéresser, que je fasse une petite vidéo un petit peu centrée sur elle, sa façon de plaider, avec un petit peu plus d'exemples de plaidoirie de sa part dans différentes affaires? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, comme ça je saurai si ça vous intéresse ou pas. Bon, en tout cas, l'avis des jurés sur Matt Moore, c'est que c'est juste un mec qui a des problèmes de communication. Oui, il est un petit peu bizarre, il fait des trucs un petit peu étonnants, il dit des trucs un petit peu décalés, mais en fait ça fait pas de lui un meurtrier, et il y a un certain nombre d'Américains qui sont d'accord avec ça, et qui pensent que les jurés ont bien fait leur travail, parce qu'il est innocent. Mais il y en a d'autres qui en sont sûrs et certains. Il a tué Emily, et si la police avait mieux fait son travail, ils auraient retrouvé son corps bien plus tôt, et ils auraient eu des preuves contre Matt Moore, qui aujourd'hui serait en prison. Et puis aux États-Unis, il y a aussi des gens qui vont encore plus loin et qui sont persuadés que Matthew Moore est un tueur en série. Non seulement ils sont persuadés qu'il a tué sa femme, mais ils pensent en plus qu'il a assassiné son fils Joey et peut-être même son premier enfant. Vous savez, celui qu'il avait eu aussi avec Lisa, la maman de Joey, et qui est décédée à seulement 1 an. Alors on pourrait se dire que c'est anecdotique le nombre de gens qui pensent ça, mais en réalité c'est une théorie qui est tellement répandue que Diane Menachie, elle a été obligée d'en parler pendant le procès. Elle a dû rappeler que la mort de Joey, elle était bien auto-infligée, qu'il ne s'agissait pas d'un crime, qu'il y avait eu une enquête de police et qu'il n'y avait absolument aucun doute là-dessus pour, couper court à ces questionnements éventuels. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Quelle est votre théorie parmi celles que je viens de vous citer, ou peut-être que vous en avez encore une autre? Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette série de vidéos sur le procès de Matthew Moore vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, j'ai plein d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. Likez la vidéo, partagez-la, commentez-la. Et nous, on se voit pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, pour ce qui sera très probablement une update sur l'affaire Bryan Kohberger. Donc si vous la connaissez pas, profitez de ce temps pour regarder les 4 vidéos que j'ai faites déjà sur cette affaire. Vous pouvez aussi les revoir si vous les avez déjà vues. Comme ça, vous serez à jour, je vous mets la playlist juste là. Et moi, je vous dis à bientôt. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.